Salut à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans PL Club, l'émission hebdomadaire qui préface les grands rendez-vous de Première Ligue. Aujourd'hui avec Bruno. Salut. Bonjour Bruno, Philippe. Bonjour. Et évidemment Christian dans sa data room qui va nous proposer des modèles de jeu. Et attention parce que ce week-end on a de grosses affiches. Salut Christian. Bonjour messieurs. On va peut-être revenir sur cette semaine européenne. Il y a encore les matchs Europa League ce jeudi soir. Mais par contre, en Ligue des Champions, les clubs anglais reçus 4 sur 4 avec des premières places, sauf pour Liverpool qui n'a pas réussi à gagner son groupe. C'est l'équipe qui marche moins bien aussi en championnat. Ah ça, il y a un état de crise. On va finir par se demander si Klopp finit la saison ou pas. Même s'il est hyper protégé, même s'il faut créer une statue pour lui, à un moment donné, on oublie vite dans le monde du foot. Voilà. Mais là, il y a quand même des stats vraiment inquiétantes. Ça va un petit peu mieux en Ligue des Champions. Ils ont battu Naples et c'était le 400e match quand même de Klopp. Félicitations. Ouais, il a fait le même nombre de points que Roy Hodgson après 12 matchs. Ça, c'est une stat qui fait mal quand même. Oui, d'accord. Mais bon, Roy Hodgson, c'est sa première saison. Lui, c'est sa 7e, il me semble. Donc, voilà. Et si on attendait le 600e match en Première Ligue 2009, vous imaginez un peu Magnifique. 3 joueurs seulement ont fait ça. Aidez-moi, Lampard, Giggs, et il y en a un troisième que j'ai noté et qui s'appelle Gareth Barry. Oui, Gareth Barry. Et donc, s'il joue, il rentre dans ce club très très fermé. 600 matchs, vous imaginez, une machine. Et il rend encore de beaux services à Liverpool. Je vous propose de revenir sur les plus beaux buts de la 14e journée, avant évidemment d'enchaîner sur la 15e. C'est parti. De Bruyne with a free kick. Oh, it's incredible. Almiron, he's a man in the mood too. Kiefer Moore! Thomas Partey! Oh, spectacular, sensational! Oh, that's Sessegnon, he could be in here! There's a goal back for Tottenham! Supported by Somerville! Crescencio Somerville! Jesus to Erdegaard. To Duncan, another one. Tees it up, there's a large shout, and the goals are flying in there. Now it's Ruben Neves. Chalobah Matoma to Trossard. Can he finish? Leandro Trossard. Rashford coming in. Bullet. Ça, c'est un but. Un festin de buts en Première Ligue, mais ça ne donne jamais d'indigestion. Non, mais j'ai l'impression qu'on voit Trossard toutes les semaines. C'est pas faux. De Bruyne, ou pour un assist ou pour un but toutes les semaines. Et Almiron, toutes les semaines. Ouais, avec des beaux buts. C'est extraordinaire. Ouais. Ben-Mi un peu moins. C'est vrai, mais bon, il marque quand même. Très beau, son but. Effectivement. Voici le bilan de la 14e journée que l'on va regarder, découvrir avec Christian. Alan n'a pas joué, il n'a pas marqué. Pas d'assist pour Kevin De Bruyne, mais un superbe but par contre. Un superbe but quand il n'est pas décisif avec une passe pour Alan ou pour un autre coéquipier. Il est décisif avec un magnifique coup franc. Il est aussi un habitué de ce genre d'action. Régulièrement, il marque un coup franc qui est vraiment déterminant pour son équipe. Voilà. Pour le reste, on est toujours à plus de 50% des victoires à domicile. Il n'y a rien qui change. On est dans le même modèle depuis cette saison et puis la continuité de la saison passée. Voilà, on attend la suite. Pour Kevin De Bruyne, c'est le joueur qui marque le plus depuis qu'il est arrivé en Première Ligue en dehors du rectangle. On l'a encore vu avec son coup franc. Mais en 2022, il a joué 41 matchs. Il a participé à 40 buts, 16 buts, 24 assists. Il en a encore donné en Ligue des Champions. C'est le meilleur joueur, en tout cas le joueur le plus décisif en 2022 en Première Ligue. Il va à la Coupe du Monde ? Si tout va bien, s'il n'est pas blessé d'ici là. Allez, ça va aller. Effectivement. Avant de passer au Super Sunday, parce qu'on a vraiment 2 grosses affiches à vous proposer dimanche, on va peut-être, Christian, revenir sur une équipe qui avait mal débuté la saison, une victoire seulement, ou la première victoire à la 7e journée, un 4 sur 18 pour commencer le championnat, c'est Everton avec Frank Lampard. On se souvient qu'il avait sauvé le club de justesse la saison dernière. Par contre, là, ça va beaucoup mieux, puisqu'Everton est 12e avec 13 points. Donc, ils sont bien au-dessus quand même de la zone de flottaison en Première Ligue. Et Christian, vous avez voulu justement mettre le focus sur cet Everton de Frank Lampard, parce que franchement, c'est une équipe qui est en train de faire des résultats. Il reste d'ailleurs sur
une victoire 3-0 face à Crystal Palace et un très bon 0-0 à Fulham le week-end dernier. Dans la période de crise, ils restaient malgré tout assez bons défensivement parce qu'ils encaissaient vraiment pas beaucoup de buts, mais ils parvenaient pas à marquer le but nécessaire pour rapporter les 3 points. Et depuis lors, ça va un tout petit peu mieux. Et quand on a observé leur modèle offensif, qui est pas extraordinaire pour le moment, mais c'est vraiment tout à fait atypique. C'est une équipe qui fonctionne bien. Mais si on regarde sur les 10 buts de plein jeu, il y a un but seulement qui a pour origine les 16 derniers mètres. Vous voyez ce petit îlot isolé comme ça, on dirait le village d'Astérix en Bretagne qui est isolé et qui permet de marquer un but seulement sur un centre. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à observer. C'est vraiment atypique et on va voir pourquoi alors ils sont meilleurs offensivement. Ils sont obligés de venir de plus loin. Ils sont obligés d'avoir une origine très lointaine. Ils sont obligés d'utiliser les face-à-face dans le dos. On le voit sur l'infographie, que ce soit sur un dégagement de Pickford venant de très loin, que ce soit des ballons qui viennent du rond central ou des ballons qui viennent sur les flancs. Ce sont toujours des ballons qui sont donnés dans le dos de l'adversaire. Et sur les 10 buts de plein jeu, il y en a 5 qui sont en face-à-face. Alors c'est une arme redoutable. Je suis un peu étonné que les adversaires n'anticipent pas parce que c'est la seule force qu'ils ont. Mais en tout cas, pour le moment, ça réussit bien et j'espère que ça va continuer comme ça. Un début ici que l'on découvre en face-à-face. Là, c'était lors de la victoire face à Crystal Palace. Avec le retour de Calvert-Lewin, lui fait énormément de bien. Il a été tellement longtemps blessé. Ça change tout. Et puis un joueur, moi, qui m'a toujours plu parce qu'il est très élégant, c'est un gaucher élégant, qui marque peu, Dwight McNeil. Mais là, il marque un beau but. Belle action. Après, on le laisse vraiment rentrer gentiment dans la défense. Mais enfin, les gestes techniques sont beaux pour cette action-là. Voilà donc pour cette équipe d'Everton que vous pourrez voir sur vous Sport World samedi à 18h30. On va plonger maintenant dans le Super Sunday. 2 affiches, 2 matchs entre équipes du Big Six et on va commencer avec Chelsea-Arsenal. C'est parti. London is blue. London is blue. No chance. We're the Gunners. We're the Arsenal. We run this place. Absolutely magnificent. London is red. No way. It's a big London derby. Welcome to the bridge. We run London. Blah, blah, blah. Oh, brilliant. Are you ready for us? Let's get it started. What a game this is. Arsenal, let's go. What was that? A Big London Derby en version originale. Chelsea 6e avec 21 points. Arsenal toujours leader, top of the league. 31 points sur 36 disponibles depuis le début de la saison. Tout va bien pour les Gunners. Par contre, pour les Blues, il y a de quoi se poser des questions. L'arrivée de Graham Potter n'a pas apporté la révolution attendue. On sait qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis quelques mois avec Todd Boehly, le nouveau propriétaire, le départ d'Abramovich, beaucoup de transferts durant l'été. Et cette équipe, quand même, reste sur un gros échec du côté de Brighton. Une claque, 4-1. Il y avait déjà eu un 3-0 à Leeds quelques temps avant. C'était encore à l'époque de Tuchel. Mais voilà, on se pose des questions à cette équipe de Chelsea. Ils sont invaincus à domicile, même s'ils n'ont pas des stats mirobolantes. Ils perdent Chilwell, qui n'ira probablement pas à la Coupe du Monde non plus. Donc c'est quasiment officiel avec sa blessure musculaire. Kanté n'est déjà pas là depuis le début de la saison. Le 21 novembre, les Anglais jouent déjà contre l'Iran, donc ça va vite. Donc chaque blessure musculaire maintenant, on le sait. Et face à un adversaire qui est quand même la 2e attaque à l'extérieur. La première, c'est un peu particulier, c'est Leicester. Oui. Mais bon, Leicester a encaissé 19 buts à l'extérieur, Arsenal que 4. Donc on a une équipe très très solide qui se déplace au Bridge. Ils sont pas séduisants, ils marquent difficilement. Ils ne font pas de gros résultats contre des grosses équipes, donc ce sont quand même beaucoup d'arguments et ça n'a pas l'air de changer depuis que Potter est là. Ça a beaucoup changé à Brighton, par contre, quand Potter est parti, mais le paradoxe, c'est qu'il a révolutionné d'une certaine manière cette équipe et elle a montré ce qu'elle valait face à une équipe de Chelsea qui n'a rien montré du tout, en fait. Calvert-Lewin change tout quand il joue avec les Toffees. Gabriel Jesus change tout depuis qu'il est à Arsenal. On va dire... D'un attaquant, on va dire qui va tout changer à Chelsea? Pour le moment, c'est ni Aubameyang ni Sterling. Ils sont tous les deux. Il va falloir à un moment donné, une équipe de top a besoin d'un attaquant en forme et qui marque. Justement, Christian s'est intéressé au parcours de cette équipe de Chelsea et on le voit, il manque pour le moment, Christian, 7 victoires face à une équipe du top pour vraiment comprendre et peut-être poser les ambitions de Chelsea cette saison.
Inquiétude pourquoi? Parce que d'abord, ils n'ont pas joué beaucoup de matchs contre des équipes du top 6 et même du top 9, même du top 10. Et la deuxième inquiétude, c'est que dans ces matchs-là, il y en a 3 contre le top 9 et il y a 2 points de récoltés. Donc double inquiétude. On l'a vu à l'instar de Manchester United qui a réussi à faire des résultats mais qui a joué beaucoup de matchs contre des équipes du top. Eux vont devoir affronter toutes ces équipes maintenant et devoir se positionner et essayer d'avoir une performance quand même un peu meilleure que ce qu'ils ont jusqu'à présent. Mais on l'avait vu, on l'avait vu précédemment. On a vu dans les modèles, quand j'ai regardé, on avait dit que c'était une sorte d'électrocardiogramme plat. Évidemment, ça, c'est jamais bon signe. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas de mise en place. On ne sait pas qui va marquer, alors qu'il y a des joueurs comme Aubameyang, quand ils sont arrivés à Barcelone, ils ont directement performé. Ils arrivent à Chelsea, ils ne performent pas. Il y a Havertz et il y a Mount. Ils sont tous un peu comme ça en alternance, mais on ne sait jamais sur qui on peut se reposer offensivement. Et en plus, il y a eu le fameux accident de la semaine passée, comme on va le voir sur l'infographie après, où c'est pas encourageant. Voilà, j'avais fait cette infographie d'abord avant le match de Brighton et je me suis dit voilà, c'est le scénario défensif habituel, c'est-à-dire un entraîneur arrive, la première chose qu'il fait c'est de remettre de l'ordre défensivement. Et là on le voit sur cette colonne de gauche. Copie parfaite, 6 matchs, 2 buts encaissés, seulement 2 buts sur jeu dominant placé, jamais surpris dans le jeu rapide, jamais surpris sur phase arrêtée, génial. Et puis à droite, il y a l'accident. Voilà, en une fois, on double en fait le nombre de buts encaissés, on encaisse sur des jeux directs, on encaisse sur des phases arrêtées, on encaisse sur du jeu dominant rapide, et là on se pose la question et on se dit mais quel est l'effet en fait ? On a le scénario, le plan de jeu idéal, puisque l'entraîneur vient de cette équipe, il la connaît très bien, c'est lui qui l'a formée. Et malgré tout, il ne parvient pas à contrer l'équipe qu'il a formée. Donc, c'est quoi le niveau, en fait, finalement, le niveau de compétence? Est-ce qu'ils ne sont pas simplement, en fait, à la merci des circonstances? On le voit, mauvaise sortie de balle, ils savent que Brighton fait toujours un pressing très important. Voilà, mauvaise sortie de balle, et puis voilà, Trossard qui termine sur cette action-là, mais ils sont à 4-5 à revenir et ils sont tous impuissants. Et puis après, il y a les phases arrêtées, il y a... Tout ce qui peut être en place n'est pas bien fait. Et donc, si ça continue comme ça, bien voilà, je pense que Potter pourrait être un gros échec. Ou alors, il faut lui laisser le temps, comme on a dit, puisqu'on sait qu'il faut entre 4 et 6 mois pour pouvoir changer le modèle d'avant et apporter quelque chose de différent. Mais pas comme ça, en tout cas. Alors, j'ajouterai un élément aussi qui est un peu l'arbre qui masque la forêt, c'est que dans les 6 matchs que Potter a entraînés de Chelsea, où ils ont effectivement des bonnes stats défensives, il y a Kepa qui a sorti des matchs incroyables et qui a fait des arrêts miraculeux, lui qui est sorti du néant, comme ça tout d'un coup. Là, dans ce match-ci, il a été remplacé à la mi-temps, alors apparemment pour blessure, par Mendy, mais en même temps, dans les 2 mi-temps, les gardiens n'ont pas été très très bons non plus, ils ne sont pas aidés par la défense. Donc c'est un peu le facteur X qui a joué en faveur de Potter dans ces matchs-là, parce que les matchs, ils auraient pu être tout à fait différents au niveau du résultat. C'est les facteurs incontrôlables, même pour un manager qui a beau essayer de cadenasser une rencontre, il y a toujours des éléments qu'on ne peut pas contrôler. Facteur chance, les aléas d'un match. Quand ça tourne bien pour vous, ça tourne bien. Oui, et parfois sans que le manager puisse comprendre pourquoi ça tourne bien et pourquoi ça tourne moins bien. En tout cas, dimanche, c'est Arsenal qui vient. Si on regarde les dernières confrontations, c'est plutôt l'équipe en déplacement qui vient s'imposer chez l'équipe qui reçoit. Ça a été le cas la saison dernière où Arsenal avait gagné à Chelsea et Chelsea-Arsenal. En tout cas, cette équipe d'Arsenal fonctionne toujours aussi bien. Elle reste sur un 5-0 face à Nottingham Forest. Il y a eu un petit accident à Southampton quelques jours plus tôt. Mais voilà. C'est un partage. C'est un partage. Un petit accident, j'ai dit. Oui, un partage à l'extérieur, c'est pas vraiment dramatique. Non. Mais même une défaite de temps en temps, vous jouez le titre. Il ne faut pas que ça se reproduise souvent. Mais Justement, 31 points sur 36. Si on prend toutes les saisons de Première Ligue, une équipe qui avait fait un aussi bon bilan sur les 12 premiers matchs a toujours terminé dans les 2 premières places. La seule d'ailleurs à ne pas avoir été championne, la seule équipe, c'est Newcastle en 96 qui termine 2e. Ça met une grosse pression sur les épaules des Gunners. Ils doivent être minimum top 2. Oui. En même temps, il y a un élément aussi, et on l'a vu, j'avais fait le match à Southampton, et j'en ai discuté avec Frédéric Wassèche, qui disait Arsenal, il y a des signes de fatigue. Alors, il change très peu son équipe Arteta depuis le début de la saison. Il joue sauf en Europa League, bien sûr. Et à Southampton, ça a été ça. Pendant un quart d'heure, ils marquent un but et ils sont surdominants. Et puis, en deuxième mi-temps, on ne les voit plus. Et face à Nottingham Forest, on faisait le match aussi dans le Goal of the Day, c'était la même chose. Ils marquent très vite, 4e minute de jeu. Puis ça s'étiole un petit peu. Il y a à nouveau 1 ou 2 occasions qui ne vont pas au fond. On voit un petit peu Nottingham Forest en fin
première mi-temps, on se dit tiens, on est dans le même scénario. Et en deuxième mi-temps, pas du tout. Parce qu'ils marquent de nouveau très vite. Et là, ils ont déroulé. On sentait qu'il y avait quand même une pression par rapport au match de Southampton parce qu'ils n'ont plus l'habitude depuis très longtemps d'être à cette position-là. Et donc, le moindre petit couac, on se dit attention, est-ce qu'on n'est pas rattrapé par notre passé? Ils ont montré en deuxième mi-temps que non. Vous n'êtes pas champion sans un staff médical de pointe, déjà, de toute façon. Et puis, il y a la grande interrogation, c'est l'après-mondial. Oui, mais ça c'est pour tout le monde. Bien sûr, oui. Quand vous êtes deuxième et que vous carburez à très haut régime, vous espérez quand même reprendre tout de suite parce qu'ils vont enchaîner directement le 26 et puis c'est parti. Les matchs vont s'enchaîner. Oui, ils vont essayer de déjà garder la première place jusqu'à la trêve. Il reste encore 2 matchs, dont celui à Chelsea dimanche. Christian, vous qui étudiez, vous qui confectionnez des modèles de jeu, le modèle de jeu offensif d'Arsenal est tout simplement excellent depuis le début de la saison. Excellent. Et je vais d'abord, avant d'y arriver, compléter ce que disaient Philippe et Bruno. Arsenal est une des seules équipes avec Brighton à ne pas avoir encaissé dans le dernier quart d'heure. Donc pour le moment, je pense qu'il n'y a pas tellement de signes de fatigue et que actuellement l'aspect concentration et l'aspect physique est très très bien. Alors évidemment, comme Bruno l'a dit 100 000 fois dans tous les matchs qu'il a commentés, il y a plusieurs vies dans un match. Il y a des moments où on est très performant. Ils ont quand même marqué 11 buts dans la première demi-heure. Ils prennent l'avantage. C'est à contrario de Liverpool qui doit toujours courir derrière. Donc cette équipe est bien en place et on va le voir avec l'infographie au niveau offensif puisque cette équipe a déjà marqué 20 buts sur jeu dominant placé, c'est 66%, et je rappelle qu'en Première Ligue, la moyenne générale est de 40 à 42% des buts marqués sur jeu dominant placé. Ils sont meilleurs de 2 buts que Manchester City, ça veut dire énormément, ça veut dire que le processus qui a été mis en place depuis plusieurs années commence à porter ses fruits. Ils sont là, ils sont dominants, ils s'imposent, ils marquent rapidement et ils peuvent cadenasser à part, je crois, l'un ou l'autre match, notamment comme le match contre Manchester United où ils se sont fait surprendre dans le jeu rapide. Mais là, on le voit, il y a 5 joueurs qui sont dans le rectangle, 5 joueurs qui sont à l'arrêt dans le rectangle adverse et on parvient encore à donner une passe en retrait, enfin une passe un peu arrière et il y a un tir lointain. Ça montre en fait... Cette équipe est complètement à l'aise. Et quand on est à l'arrêt dans le rectangle comme ça, encore 4 joueurs qui sont dans le rectangle, on ne fait pas beaucoup d'efforts. Donc c'est pour ça qu'on peut garder des forces pour la fin, c'est comme ça qu'on peut garder la concentration et encaisser très peu de buts dans ce dernier quart d'heure. On l'a vu, c'était étonnant. On parle de modèle offensif, c'est 2 buts quasiment identiques de la part de Thomas Partey, qui n'avait pas marqué beaucoup depuis qu'il est arrivé à Arsenal. Là, il en marque 2 en l'espace de quelques semaines, de la même manière. Vous ne trouvez pas, toute proportion gardée, qu'on a un parfum des invincibles, là, des joueurs d'entre-jeu qui marquent des buts? Alors je pense que les supporters d'Arsenal ont souvent été enthousiasmés par des débuts de saison et ont souvent été refroidis après, donc il ne faut pas les trouver. Là, il faut, sans se projeter sur l'avenir, ce qu'il nous montre maintenant, vous avez des buts à la Vieira, il marquait aussi de deuxième ligne, vous avez du tempérament, vous avez de la qualité technique, vous avez un buteur de classe mondiale, vous avez un gardien, il faut quoi? Ce week-end, on avait aussi un joueur sur le banc, en tout cas, qui n'avait pas joué du tout, qui est parti 2 ans ailleurs, alors qu'il a été formé à Arsenal. Il monte sur le terrain et il marque 2 buts en 3 minutes, et il donne l'assist après. Ça, c'est bien aussi pour une équipe d'avoir une richesse comme ça, une confiance. Et la confiance de l'équipe se transmet, je pense, à tous les joueurs. Et voilà, il y a un esprit, il y a un état d'esprit aujourd'hui, et c'est ça qui est très, très rassurant. Et ça se voit dans la manière dont l'équipe commence le match en marquant souvent dans le premier quart d'heure, dès les premières minutes, c'est la 4e minute. Et comme l'équipe prend soin d'elle, comme les joueurs prennent soin d'eux à l'intérieur d'un match. C'est quand même beau, ça. C'est une des clés, je pense, de la réussite. Après, pour être invincible, il faut être dans la continuité sur un championnat. Bien sûr. Ils ne seront pas invincibles parce qu'ils ont déjà perdu. Mais on fait un rapport sans chercher. C'est mission impossible, ça. Oui. Aujourd'hui, c'est mission impossible, ou quasi impossible. Toutes les équipes, en tout cas, ont déjà perdu cette saison en Premier League. Christian, pour rester sur le modèle offensif, ça fonctionne bien dans le jeu dominant, mais il y a quand même une petite défaillance qui, pour le moment, est sans conséquence. Il y a trois défaillances, Serge. Il y en a une, il ne marque pas sur jeu direct, donc sur les reconversions rapides. Il ne marque pas sur face-à-face et il marque très peu avec pour origine le flanc gauche, comme on peut le voir. Mais c'est génial parce que ça nous prouve aujourd'hui qu'un modèle de jeu qui est compensé, par exemple, la reconversion rapide est compensée par le jeu dominant excellent. La face-à-face, on n'en a pas besoin parce qu'on parvient à marquer en se déposant dans les derniers 16 mètres. Et le flanc gauche, on n'en a pas besoin parce que le meilleur buteur est Martinelli et que
que du côté de Saka ou du côté de la pénétration axiale par Smith Rowe ou par Ødegaard, on parvient à compenser ce qui n'est pas bon sur le flanc gauche. Et ça, c'est très bien. Maintenant, la question et la réflexion qu'on a, c'est toujours la même chose, c'est qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ces points faibles pourront être compensés le jour où ces gros points forts seront un peu moins frais, un peu moins présents? Et ça, c'est toute la question et c'est toute l'équation à résoudre pour Arteta. Voilà, ça c'est un des seuls buts dont l'origine est le flanc gauche cette saison. Et encore, c'était une passe. Voilà, ici, il y a aussi une passe qui vient de là. Et puis, c'est une sorte de tir qui est en deuxième ballon. Donc, c'est même pas pur. Mais voilà, c'est le point encore à améliorer pour être vraiment le leader incontesté de cette première ligue. Ça peut être pris comme une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a encore des secteurs, des paramètres où Arsenal peut encore monter le curseur. C'est ça qui est formidable, bien sûr. Attention à l'adversaire qui, lui, s'il lit ces points faibles-là, évidemment, pourrait s'y engouffrer. Mais c'est comme ça qu'on progresse, en travaillant ces points faibles plutôt que ses points forts. Hein. Exactement. Ce match donc est programmé, attention, dimanche, coup d'envoi 13h, Chelsea-Arsenal. Arsenal a quand même l'étiquette du favori vu les derniers résultats, mais c'est un match où l'émotionnel est tellement important que franchement tout peut arriver et on y sera avec grand plaisir. Mais il y a un autre grand rendez-vous dimanche, c'est la rencontre entre Tottenham et Liverpool. On en parle après ceci. Autre duel entre membres du Big Six avec Tottenham qui pour le moment est 3e avec 26 points. Liverpool pointe à une très décevante 9e place avec seulement 16 points. On va commencer avec cette équipe de Tottenham qui réussit le meilleur départ de Première Ligue de son histoire. Mais je pense que les supporters de Tottenham ont eu déjà pas mal de frayeur, de sueur froide parce que voilà, c'est une équipe étonnante. On l'a vu sur les 2 derniers matchs, menée, dominés à la mi-temps et ils parviennent à renverser la situation. C'était à Bournemouth et puis il y a quelques jours à Marseille. Oui, il reste sur un 9 sur 15 avec 2 défaites. On a l'impression qu'il y a un petit coup de mou et en même temps, on regarde le classement, on se dit tout va bien. Il n'y a pas trop de problème, non. Tout va bien. En Europe, ça a été aussi, ils ont un peu souffert, mais ça a été aussi un Højbjerg magnifique. Je pense qu'on a une équipe vraiment intéressante cette saison aussi, mais qui va devoir, face à un adversaire qui a besoin de points, parce qu'on y reviendra, mais Liverpool a besoin de points. Ouais. On a un adversaire aujourd'hui qui joue pleinement son top 4. On ne peut pas dire la même chose de Liverpool. Hein. Est-ce qu'on peut dire que Tottenham est une équipe qui joue en réaction des événements? Ça a été le cas dans les 2 derniers matchs, ça a été le cas souvent depuis le début de la saison. En tout cas, elle est résiliente. Elle parvient à retourner une situation. Le premier épisode de cette saison, c'était le fameux match à Chelsea où ils avaient été égalisés dans des circonstances évidemment particulières. Dans les dernières secondes. Dans les dernières secondes. Alors je pense que c'est une marque de fabrique un peu de Tottenham depuis pas mal de saisons, mais de Conte encore plus. Et ça donne confiance aussi dans les possibilités. Maintenant, ils ont quand même toujours autant de mal à beaucoup créer des occasions. Iperson, bon, pour les 2 derniers matchs, peut-être plus, on ne sait pas. C'est quand même un joueur précieux qui apporte beaucoup dans la création, je dirais. Ils ont un Kane qui est efficace. Ça, ce n'était pas le cas en début de saison l'année passée. Donc, ils ont des arguments, je pense, pour le top 4, oui. On peut dire que Tottenham, et on ne veut pas vexer les supporters des Spurs, mais parfois le contenu est horrible, Christian. Par contre, cette équipe est quand même terriblement efficace. Oui, et très efficace, surtout sur le jeu de tête. Alors c'est très très paradoxal parce que par expérience, je sais que on entraîne très peu le jeu de tête en fait. C'est quelque chose, parce que au niveau de la santé c'est pas bon, mais 2, il y a personne. Je suis sûr que Conte, quand il est arrivé au club et qu'il a défendu son dossier, il a jamais dit qu'il allait marquer 40 buts de la tête sur une saison pour le moment. Donc mais on le voit, ça les sauve tout le temps, ça les met en place. Ils marquent beaucoup sur corner. Voilà, 6 buts sur corner déjà avec de la tête. Il y a déjà 4 buts de plein jeu, toujours pratiquement dans le petit rectangle. Donc il y a une pression constante. Mais c'est très très étonnant. C'est chouette de voir ça parce qu'on a vu que c'était un paramètre important en Première Ligue parce que tout ce qui est rare est précieux et marquer de la tête c'est précieux. Pour le moment ça se passe bien, ça les sauve dans les situations. Ça les a sauvés à Marseille, ça les a sauvés
à Bournemouth. Donc je pense que voilà, il faut continuer comme ça, mais ça pourrait changer. Et cette deuxième infographie qui est intéressante, c'est j'ai pris le modèle des buts marqués quand l'équipe est menée, donc dans la situation de la semaine passée et de ce mercredi. Ils ont marqué 8 buts quand ils sont menés, il y en a 4 qui ont été marqués sur corner. Et là, ça confirme l'importance de la phase arrêtée, l'importance des buts sur corner et sur coup franc indirect. C'est quelque chose qu'on peut travailler et ça vous sauve et ça vous permet de sortir de gros problèmes. Et voilà. Et donc, il faut profiter de ça. Justement, on va voir les buts marqués sur phase arrêtée de la tête, ce qui a permis quand même à Tottenham d'aller chercher des résultats, d'aller chercher des points. Alors, on sait qu'il y a un coach. Un but tiré par les cheveux, en tout cas. Oui, un but tiré par les cheveux, surtout ceux de Cucurella. C'était la phase jusqu'avant. Mais il y a par contre un coach de phase arrêtée. C'est un Italien avec qui Antonio Conte avait déjà travaillé, notamment avec la sélection nationale, qui était à Brentford la saison dernière. Et franchement, alors, est-ce que c'est grâce au coach? On n'en sait rien, parce qu'il faut aussi des joueurs capables d'être efficaces sur phase arrêtée, mais ça fonctionne. Bah, c'est grâce au travail. C'est grâce au travail, bien sûr, aux répétitions, à l'entraînement. Bien sûr, ce sont des phases préparées. Je crois que si on travaille, on va à l'encontre d'un lieu commun qu'on a dit longtemps dans le football, qu'on ne dit plus tellement aujourd'hui, c'est les grandes équipes marquent sur corner. Et je me suis un jour amusé à faire le compte de nombre de corners qu'il fallait pour marquer un but en Première Ligue. Bah, c'est à peu près 3 sur 100. Donc c'est très peu en fait. Il faut 30 corners pour en marquer un but. Oui. C'est à peu près 3 sur 100. Donc en fait, une équipe qui marque beaucoup plus que ça, elle aura des résultats meilleurs. Si on travaille, et il y a moyen de travailler ce genre de choses, je pense que Christian ne dira pas le contraire. Christian, réaction? Oui, il y a bien sûr que. Alors, il y a deux manières pour le corner, pour les phases arrêtées. C'est soit on a un tireur exceptionnel, et c'est le cas avec Son et avec Perisic. Et donc, à ce moment-là, il y a les gens qui peuvent se proposer et marquer des buts de la tête. Ou alors, on n'a pas le tireur qui est exceptionnel et on a le travail sur les combinaisons travaillées. Et là, ça n'a pas d'importance qui tire le corner puisqu'on le joue en 2, 3, voire 4 temps. Mais ce qui est important surtout de comprendre, c'est que tout le monde est très enthousiaste chaque fois qu'il y a un corner. Et comme le dit Philippe dans les chiffres, il faut 30 corners pour en marquer 1, ça fait beaucoup de corners, ça fait beaucoup de déchets. Mais malgré tout, chaque fois qu'on marque, et c'est le cas ici pour Tottenham, eh bien c'est 100% de retour pratiquement parce que ça donne des victoires. Donc ça vaut la peine de travailler là-dessus, même pour avoir un tout petit retour, mais qui se transformera en points. Bon, petit accident en tout cas pour Son, qui ne jouera normalement plus sur le maillot Tottenham. Il va essayer d'être prêt pour la Coupe du Monde. Il y a déjà Kulusevski qui est absent. Voilà, il faut voir aussi, il faudra gérer les absences du côté Tottenham. Parce qu'en face, cette équipe de Liverpool, qui a quand même gagné, qui a réussi à se qualifier en Ligue des Champions, mais qui reste sur 2 défaites en Première Ligue. C'était à Nottingham Forest et puis face à Leeds le week-end dernier. Est-ce que cette équipe a atteint un état de burn-out? Bruno? Moi, j'aime bien l'expression burn-out. En tout cas, à l'extérieur, 5 matchs, 0 victoire. Vous marquez quoi? 5 buts? Oui. 3 défaites. C'est pas le Liverpool qu'on a connu cette dernière saison. Non. Mais ça, c'est par rapport à ce qu'ils nous ont montré, c'est un effondrement. C'est même, on est déjà à l'hôpital là. On a passé le stade du burn-out. On est en soins intensifs et il faut que quelqu'un dise maintenant, les gars, il faut aller chercher quelque chose. Hein. Il y a une usure du pouvoir, en tout cas, je pense. La fameuse 7e saison, 7e année de Jürgen Klopp. C'est un peu la légende. C'est vrai que c'est récurrent. Mais pas tellement, puisqu'on regarde la 7e année à Mayence, il descend. Et la 7e année à Dortmund, c'est une catastrophe. Donc on est sur ce chemin-là. C'est pas fini, bien sûr. Mais j'avais déjà pointé l'année passée des choses sur Liverpool qui allaient moins bien. Et à mon avis, il y a une chose dont on ne tient pas assez compte, c'est qu'en face, on travaille. Et que le système Liverpool, qui n'a pas tellement évolué au cours des saisons, on le connaît de mieux en mieux. Et maintenant, ce qui est vraiment frappant, c'est qu'aucune équipe ne craint Liverpool. Et ça, c'est une grosse différence. Avant, on montait sur le terrain en tremblant face à eux. Aujourd'hui, plus personne, même Nottingham Forest, même Leeds, ils y vont à fond et donc ils ont des résultats parce qu'ils connaissent les faiblesses. Et si on joue bien dans les faiblesses, on a des flancs qui montent très fort, on peut jouer dans leur dos. Mais la saison dernière, les adversaires les connaissaient aussi. La saison d'avant, mais c'est l'intensité qui a diminué du côté de plusieurs éléments combinés qui font qu'aujourd'hui, on en arrive à une situation dont l'usure avec le Conte, il ne restera pas 7 ans à Tottenham. Non. Donc déjà, rester les 6 années à un tel niveau... 400 matchs, 400 matchs pour Liverpool, pour Jürgen Klopp. C'est exceptionnel. Ouais. Et à un moment donné, à la moindre faiblesse dans ce milieu-là, évidemment, vous êtes sanctionné, giflé. En tout cas, Christian, on remarque dans les résultats de Liverpool depuis le début de la saison que c'est une équipe qui a du mal à gérer les moments clés et surtout qui a du mal à gérer défensivement
les résultats, quand les deux équipes sont à égalité, Liverpool est une équipe qui encaisse trop facilement. Voilà, ce n'est pas vraiment, on va dire, une approche habituelle quand on essaie de décortiquer les analyses, les statistiques, etc. Mais quand le match est à égalité, Liverpool a tendance à encaisser vraiment des buts au plus mauvais moment. Oui, on a observé en fait quand l'équipe est à 0-0, 1-1 et 2-2, voire 3-3, mais ce n'est pas encore arrivé cette saison. Et on a remarqué en fait que quand c'est un partage entre les deux équipes, eh bien cette équipe n'a marqué que 5 fois. 5 fois, ils ont pris l'avantage depuis le début de la saison. Il n'y a que la Aston Villa malade et Brentford qui est très montagne russe qui font moins qu'eux avec 4 buts. Et surtout, ils ont encaissé 12 fois chaque fois qu'ils étaient à égalité. 12 fois, c'est la plus mauvaise performance en Première Ligue. Ça veut dire que 12 fois, ils ont été à la recherche d'une égalisation, pas de prendre l'avantage d'une égalisation. Et ça, c'est pas très digne d'un statut comme Liverpool. Maintenant, à leur décharge, je pense que la difficulté pour une équipe comme Klopp, leur statut fait qu'ils sont obligés de prendre le jeu à leur compte, sauf contre peut-être Manchester City et peut-être Arsenal. Mais contre toutes les autres équipes, ils sont obligés. Et donc, ils sont sujets à des reconversions rapides. Et on va le voir dans cette infographie. Sur les 12 buts encaissés, quand les deux équipes sont à égalité, donc c'est la continuité de l'infographie précédente, ils ont encaissé 4 fois sur reconversion rapide. Ça, c'est la plus mauvaise performance en Première Ligue. Même des équipes qui sont comme Manchester United, qui s'est retrouvé dans des grosses difficultés, ne font pas aussi mal. Donc, on voit l'origine des buts qui ont été encaissés. Il y avait des Crystal Palace, il y avait un contre Arsenal. Il y a notamment maintenant la mauvaise sortie de balle de Gomez contre Leeds. Donc, ils sont confrontés à des situations alors qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Et pourtant, voilà, il y a des circonstances qui font qu'aujourd'hui, cette équipe n'est pas à la hauteur et ne sait pas, comme vous l'avez dit dans les commentaires précédents, aujourd'hui, ils ne font plus peur et ils ne savent pas imposer le jeu quand les deux équipes sont à égalité. On le voit ici, hein, ils ont été menés à domicile face à Leeds. Ils parviennent à revenir à la hauteur de l'équipe de Jesse Marsch et ils encaissent encore, ils perdent ce match en fin de rencontre. Avant, c'était exactement le contraire. Oui. Même quand ils étaient menés, on savait qu'à la fin du match, ils allaient gagner parce qu'ils avaient cette capacité, cette résilience justement de renverser les situations. Et au début de la saison, on y pensait à chaque fois. Contre le match contre Fulham, par exemple, on se dit bah oui, à la fin, ils vont marquer le but de plus et ils vont gagner. Bah non. Et ça s'est répété tout au long de cette saison maintenant. Et donc, il faut trouver des solutions. C'est toujours un problème collectif, bien sûr, mais quand même. Vous avez des défenseurs qui ne jouent pas au même niveau. Vous avez Gomez qui leur coûte très très cher ces dernières semaines. Il n'y a pas un match où il ne fait pas une erreur qui rapporte un but à l'adversaire. Vous avez Trent Alexander-Arnold qui est probablement un des défenseurs qui apporte le plus. C'est un génie au niveau offensif, mais qui de temps en temps, a une absence. Et vous ajoutez une absence d'Alexander-Arnold avec un Gomez sur les talons. Oui, avec un entrejeu aussi qui change beaucoup, avec un Fabinho un petit peu aussi sur les montagnes russes, un Thiago qui ne parvient toujours pas à apporter ce qu'il devrait. Ils sortent aussi. Hein. Oui, la moyenne d'âge, c'est presque 30 ans. Il y a 2-3 jeunes qui jouent, ils font diminuer, mais la réalité, c'est 30 ans. Vous jetez un œil sur la charnière centrale défensive de Manchester City. Ils changent tout le temps. Ils changent tout le temps. Mais ça va. Mais ça se met en place. Vous me direz, devant, ça marque aussi. Ils font des erreurs aussi. Cancelo contre Liverpool, justement, il fait une erreur qui coûte un but, une deuxième qui aurait pu en coûter un deuxième. Mais en dehors de ça, le match peut être complètement différent. Ils peuvent le perdre. Mais justement, quand on pense que Liverpool va enfin démarrer la saison, dans la suite, on a toujours une petite déception. Là, ils ont de nouveau gagné en Ligue des Champions. Ils ont battu Naples, même s'ils restent deuxième. Ils sont quand même un petit peu rassurés. Mais on est quand même un petit peu dans le doute pour ce déplacement à Tottenham. Je suis curieux de les voir après cette Coupe du Monde, quand il y aura un petit lavage de cerveau chez tout le monde. Là, comment ça va se passer Parce que là, il faut aller chercher le top 4. Qui va sortir Newcastle du top 4 Et il y a encore Chelsea. Attention. Oui, il y a encore Chelsea qui n'est pas dans le top 4. Et il y a Manchester United. Et Manchester United. Même s'ils ont un match de moins pour l'instant. Un match égaux, tout peut changer. Mais
Il va falloir la chercher, hein, cette place dans le top 4. Effectivement, et Tottenham est un des candidats aussi pour cette Bien sûr. place du top 4. Coup d'envoi 17h30 pour ce dernier match de la 15e journée. Tottenham à Liverpool, donc pour ce Super Sunday. Justement, je vous propose de découvrir les rendez-vous avec cette semaine. Pas de match le samedi à 13h30, Philippe, mais par contre, on vous retrouve dans Goals of the Day. Oui, avec le match de Man City à domicile, et j'ai oublié Contre Fulham. Contre Fulham, voilà. Ce sera intéressant parce que Fulham fait vraiment une très très belle saison. Et puis Everton-Leicester, c'est un peu un match entre deux équipes qui vont un peu mieux, mais qui ont été très mal en début de saison. Et un match avec beaucoup de Belges. Hein. C'est vrai qu'on n'a bien même pas sûr. parlé d'Onana en début d'émission, mais c'est un des piliers. Éventuellement, ou 4 au moins. Onana, un des piliers des Toffees. Voilà pour le samedi. On passe au dimanche, le Super Sunday. Chelsea-Arsenal, 12h50. Aston Villa, Manchester United. Et puis Bruno. Tottenham-Liverpool, on se réjouit de vivre cette rencontre en direct. Gros match en perspective, grosse ambiance. Effectivement, voilà pour ce Super Sunday, pour ce super week-end tout simplement de Première Ligue. N'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux avec nos différents comptes. N'oubliez pas non plus le blog, où vous pouvez notamment retrouver une analyse de l'Arsenal nouveau de Mikel Arteta. En tout cas, cet Arsenal qui fait un excellent début de saison. On se donne rendez-vous pour ce week-end. Merci Philippe. Merci Bruno. À bientôt. À la semaine prochaine. Christian, on vous retrouve également la semaine prochaine. Avec son QR code. Avec son QR code. N'oubliez pas d'utiliser le QR code. C'est vrai que c'est une nouveauté sur les infographies de Christian. Vous pourrez avoir des informations supplémentaires grâce au QR code. Merci à tous et à toutes et à très bientôt. Bye bye.